Bienvenue sur la web radio de l'Infectio. Ce podcast vous est proposé par les enseignants de maladies infectieuses et tropicales des universités de Saint-Étienne et Lyon. Il est destiné aux étudiants de deuxième cycle des études médicales et il a reçu le soutien de l'université Jean Monnet. Bonjour à tous, on retrouve aujourd'hui le docteur Anne Conrad de Lyon avec qui nous allons parler des diarrhées infectieuses. Bonjour Anne. Bonjour Anthony. Alors pour commencer, quand parle-t-on de diarrhée ? Alors, la diarrhée, elle a une définition précise. On parle de diarrhée quand un patient va éliminer une quantité anormale d'eau et de matière fécale. Donc, la définition, c'est plus de 300 grammes de sel par jour, mais comme on ne pèse pas ces sels, c'est plus simple de raisonner en termes de nombre de sels. Donc, c'est plus de 3 sels non moulés par jour. Il va falloir distinguer une diarrhée aiguë, qui évolue depuis moins de 2 semaines, d'une diarrhée chronique qui évolue depuis plus de 4 semaines et entre les deux, c'est une diarrhée persistante. Les diarrhées aiguës, elles sont très souvent d'origine infectieuse, alors que les diarrhées chroniques sont plus souvent d'origine non infectieuse, donc d'origine inflammatoire par exemple, ou en lien avec un cancer colorectal, avec certaines endocrinopathies, etc. Bon, il y a les parasitoses digestives aussi qui peuvent volontiers être à l'origine d'une diarrhée chronique. Ce qu'il faut bien retenir aussi, c'est qu'une diarrhée aiguë fébrile n'est pas forcément synonyme d'infection du tube digestif. En fait, on peut avoir une diarrhée au cours d'une infection systémique sévère, donc au cours d'un sepsis, et notamment on peut avoir une diarrhée aussi au cours d'un paludisme, alors qu'il n'y a pas d'infection initialement du tube digestif. D'accord, et comment attrape-t-on une diarrhée infectieuse ? Alors, une diarrhée infectieuse, donc avec une infection du tube digestif, c'est très souvent une maladie dite du péril fécal, c'est-à-dire avec des pathogènes qu'on a contractés par les aliments, par l'eau qui ont pu être contaminés par des microbes ou par les mains sales. Donc, c'est un mode de transmission féco-orale. Alors comment faut-il raisonner face à un tableau de diarrhée aiguë infectieuse ? Alors, il va falloir prendre en compte 3 choses pour orienter sa prise en charge diagnostique et thérapeutique. La première chose, c'est qu'il faut évaluer le retentissement. Est-ce que le patient présente une déshydratation ou un sepsis sévère? Il va falloir prendre en compte le terrain du patient. Est-ce qu'il a un terrain à risque? On reviendra à ça un peu plus tard. Et on va caractériser à l'examen clinique la présentation de la diarrhée. Il y a 3 grands syndromes de diarrhée aiguë infectieuse, le syndrome cholériforme, le syndrome dysentérique et le syndrome gastro-entéritique. Et il y a une corrélation entre cette présentation clinique et la physiopathologie et les microbes en cause dans ces syndromes de diarrhée infectieuse. Et qu'est-ce qu'un syndrome cholériforme et quel pathogène suspecté ? Alors, le syndrome cholériforme, il tire son nom du choléra, qui est une infection due à une bactérie qui s'appelle Vibrio cholerae, qui est une bactérie qui est responsable du syndrome cholériforme le plus marqué. Donc, on a une diarrhée aqueuse extrêmement abondante. Typiquement, il n'y a pas de fièvre au cours du syndrome cholériforme. Parfois, il peut y avoir des vomissements. Comme la diarrhée est très abondante, le risque principal, c'est la déshydratation. Le syndrome cholériforme, il est en lien avec une atteinte de l'intestin grêle, avec des entérocytes qui, sous l'action d'une toxine, vont se mettre à sécréter dans la lumière intestinale de l'eau et des électrolytes. On appelle ça aussi une diarrhée sécrétoire. Donc, ce qui est important à retenir, c'est qu'il n'y a pas d'invasion de la muqueuse intestinale. Et donc, les pathogènes les plus souvent en cause dans ce type de syndrome de diarrhée aiguë infectieuse sont le choléra, qui a donné son nom, mais qui est très rare, en particulier chez nous. Il y a tout un tas de virus qui peuvent donner ce type d'atteinte. Il y a Escherichia coli toxinogène et également Staphylococcus aureus. Et concernant le syndrome dysentérique, quels pathogènes peuvent causer ce type de diarrhée ? Donc, pour le syndrome dysentérique, la physiopathie est différente. Là, on a une invasion de la muqueuse intestinale par la bactérie. Et donc, on va avoir une nécrose de l'épithélium du côlon, ce qui va expliquer la présentation clinique. C'est une diarrhée qui est glaireuse, potentiellement même sanglante, mucopurulente. Dans le syndrome dysentérique, il y a, quand c'est une étiologie bactérienne, typiquement une forte fièvre, mais elle peut être absente, en particulier au cours de certaines atteintes parasitaires comme l'amibiase. Au niveau de la présentation clinique, on va avoir des ténesmes, des épreintes également. Et le risque, en raison de l'invasion de la muqueuse intestinale, c'est le sepsis, voire la perforation digestive.
Le syndrome dysentérique, il tire son nom de la dysentérie, qui est initialement la maladie due à Shigella. Mais le syndrome dysentérique peut être causé aussi par un Escherichia coli entéro-hémorragique ou entéro-invasif. C'est aussi une présentation qu'on peut voir au cours de l'infection à Clostridium. Et donc, pour les étiologies parasitaires, c'est l'amibiase qu'il faut évoquer en premier. Et là, le syndrome dysentérique sera typiquement apyrétique. Et il reste un dernier syndrome dont on n'a pas encore parlé, qui est moins typique dans sa présentation clinique, c'est le syndrome gastro-entéritique. Là, il y a une invasion de la sous-muqueuse et une prolifération bactérienne dans le tissu lymphoïde sous-muqueux. Ce syndrome, au niveau clinique, va associer une diarrhée fécale, des douleurs abdominales, des vomissements, une fièvre, parfois une bactériémie. C'est un tableau qu'on voit au cours des infections à Campylobacter, Salmonella, Yersinia ou certains Escherichia coli. Quelle situation nécessite une prise en charge en urgence? Quel que soit le terrain, il y a 4 situations qui nécessitent une prise en charge en urgence. La première, c'est la déshydratation, les troubles ioniques, en raison de la perte d'eau et d'électrolytes du fait de la diarrhée. C'est à rechercher systématiquement à l'examen clinique et par éventuellement des examens biologiques. La deuxième, c'est les complications septiques, qui sont l'apanage des diarrhées invasives. Et enfin, la troisième, c'est un syndrome pseudo-occlusif. Ça peut paraître contre-intuitif, mais en fait, en cas d'invasion de la muqueuse, il peut y avoir paralysie intestinale, entre guillemets, qui peut être à l'occasion d'une occlusion sans obstacle, vraiment d'origine végétative, avec un risque de perforation digestive. Et enfin, pour la quatrième situation d'urgence, il ne faut pas oublier une diarrhée aiguë avec de la fièvre peut révéler un autre type d'infection et en particulier, il va falloir évoquer un paludisme, une étiologie grave, potentiellement mortelle, qui peut se manifester par une diarrhée fébrile. Et quels sont les examens complémentaires indiqués? Ça va dépendre un peu de la présentation clinique. Donc, pour évaluer le retentissement, si la diarrhée est sévère, si on suspecte une déshydratation, on va faire un ionogramme sanguin, doser la créatinine. Il faudra éventuellement penser à faire un ECG si on suspecte une dyskaliémie. À visée étiologique, les examens complémentaires vont dépendre là aussi du contexte. Parce qu'en fait, la majorité des diarrhées infectieuses aiguës chez un patient immunocompétent sans antécédent particulier vont être spontanément résolutives avant même qu'on ait eu le temps de faire un quelconque examen à visée microbiologique. Et sinon, l'examen de première intention, c'est la coproculture qui de plus en plus se fait par des techniques de PCR sur un écouvillon de sel pour rechercher salmonelle, la Shigella, Yersinia, Campylobacter et les espèces pathogènes d'Escherichia coli. La coproculture, elle va être particulièrement indiquée si on est face à un patient qui est immunodéprimé, qui présente une diarrhée aiguë fébrile, un patient qui revient de voyage ou un patient qui présente une diarrhée aiguë avec des signes de gravité. On fera également une coproculture quand on est face à un tableau évoquant une toxi-infection alimentaire collective. Si le patient présente des signes de gravité et sceptique, on fera également des hémocultures. Et en deuxième intention, on peut être amené à prescrire des examens parasitologiques des selles, une virologie des selles, des endoscopies digestives, une imagerie. Tout ça va dépendre en fait de la présentation clinique, du terrain du patient et donc du contexte en général. Et quels sont les principes de la prise en charge thérapeutique? La première chose à faire, c'est de décider de l'orientation du patient, hein. Est-ce qu'on le gère en ambulatoire? Est-ce qu'on l'hospitalise? Ça va dépendre du retentissement. Est-ce qu'il y a une déshydratation sévère? Ou est-ce qu'il y a éventuellement des vomissements sévères qui font que le patient va pas être en mesure de se réhydrater correctement par voie orale? Est-ce que le patient présente un sepsis? Et ça va dépendre également du terrain. On va être prudent chez les très jeunes nourrissons, âgés de moins de 3 mois, et à tout âge en fonction, des comorbidités, du contexte, socio-familial. On va être prudent aussi pour les patients qui présentent une diarrhée fébrile au retour de zone d'endémie palustre, parce qu'il va falloir en première intention éliminer un paludisme. Et donc pour la prise en charge thérapeutique, ce qui va toujours être indiqué, c'est le traitement symptomatique, la réhydratation, on va détailler juste après, et parfois un traitement, antibiotique pour certaines diarrhées d'origine bactérienne. Quels sont les principes du traitement symptomatique?
Alors c'est la réhydratation. Le plus important, c'est apporter une quantité, d'eau et d'électrolytes suffisante pour compenser, les pertes dues à la diarrhée. Donc ça peut être une réhydratation orale chaque fois que possible, donc avec de l'eau ou, notamment en voyage, des boissons encapsulées, donc des boissons dont on va avoir la certitude qu'elles vont pas, apporter encore d'autres pathogènes. Il faut penser aussi à conseiller aux patients d'augmenter ses apports en sel. Donc, manger des bouillons salés, des biscuits, salés. Chez le nourrisson, le jeune enfant, on peut être amené à prescrire un soluté de réhydratation orale. On peut d'ailleurs aussi fabriquer soi-même avec, de l'eau propre et du sucre, du NaCl. Il y a l'OMS qui propose une recette standardisée. Donc on va conseiller aux patients de se réhydrater par, l'absorption, fréquente de petites quantités d'eau ou de solutés de réhydratation, orale. Si, notamment chez un enfant, la perte de poids est importante et que donc la déshydratation est importante, quand on estime à plus de 8 du poids du corps ou si les apports, oraux sont impossibles, à ce moment-là, on va faire une réhydratation par voie orale. Pour essayer de limiter les pertes dues à la diarrhée, on va pouvoir prescrire un traitement antidiarrhéique. Et là, le seul traitement recommandé, c'est le racecadotril, un antidiarrhéique antisécrétoire. Il faut absolument éviter, dans le cadre des diarrhées aiguës infectieuses, les antipéristaltiques, donc le loperamide, parce qu'il paralyse le tube digestif et peut favoriser les complications septiques. Ça, c'est des choses qu'il faut savoir enseigner à un patient voyageur qui peut être exposé au risque de diarrhée du voyageur. Et quand est-il indiqué de prescrire un traitement antibiotique face à une diarrhée infectieuse? Ce qu'il faut retenir, c'est que l'antibiothérapie n'est pas du tout systématique et le plus souvent même, l'antibiothérapie, n'est pas recommandée, ne va pas être, prescrite parce que le tableau est rapidement, et spontanément, résolutif. L'antibiothérapie, elle va être indiquée face à un syndrome colériforme ou syndrome gastro-entéritique sévère, plus de 6 selles par jour, associé à de la fièvre. Face à un syndrome dysentérique fébrile, donc diarrhée gléro-sanglante, fébrile, et cetera, et elle va être indiquée sur certains terrains, quelle que soit la présentation, chez le très jeune nourrisson, chez la personne âgée, chez la personne immunodéprimée et chez les personnes à risque d'infection, vasculaire, parce que certains pathogènes, salmonelle, campylobactère, qui peuvent se manifester par un syndrome gastro-entéritique, peuvent occasionner des atteintes vasculaires, donc il faut être prudent sur ces terrains-là. Des patients qui ont des anévrismes, de l'aorte, qui ont des prothèses vasculaires et des choses de ce type-là. Et l'antibiothérapie, ça va être de l'azithromycine ou une fluoroquinolone et si le tableau est sévère, ça va être par exemple une C3G avec, du métronidazole lorsqu'on a un tableau de colite. Et finalement, comment prévenir les diarrhées infectieuses? Alors, comme on a vu que les diarrhées infectieuses sont dues au péril fécal, donc aux mains sales, aux boissons et aux aliments contaminés, c'est l'hygiène qui est le principal moyen de prévention. Dans les moyens de prévention, il faut penser aussi à la vaccination contre le rotavirus chez les nourrissons. Elle est recommandée pour tous les nourrissons. Et à l'hôpital, un patient qui sera hospitalisé pour un tableau de diarrhée aiguë infectieuse, il faut le placer en précaution complémentaire contact. Donc là, ça faisait beaucoup de théorie. Je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un deuxième podcast où on va évoquer les tableaux cliniques qu'on rencontre le plus fréquemment chez nous. Merci, Dr Anne Conrad. Merci Anthony, à la semaine prochaine. Ce podcast est un complément à l'ouvrage de référence du Collège des enseignants de maladies infectieuses et tropicales, le PI étudiant.